Pouvez-vous faire semblant d'être la mère de ma fille aujourd'hui? Le PDG la supplia de sauver l'anniversaire de la petite fille. Les premiers rayons du soleil effleuraient les toits en zinc de Montmartre, enveloppant la colline d'une lumière dorée et douce, comme un secret que seul Paris savait murmurer à l'aube. La rue des Saules commençait tout juste à s'animer, et déjà une odeur irrésistible de viennoiserie chaude s'échappait de la petite boulangerie nichée à l'angle de la rue, entre une librairie ancienne et une boutique de fleurs presque toujours fermée. C'était là qu'Emma Laurent, 29 ans, passait ses matinées depuis plus de 5 ans, pétrissant la pâte avec une précision presque poétique, décorant les vitrines avec une simplicité charmante et souriant aux clients comme si chaque jour était un cadeau à partager. Elle portait toujours son tablier crème noué dans le dos, ses cheveux châtain clair relevés en un chignon improvisé, quelques mèches libres caressant ses joues rougies par la chaleur du four. Elle vivait au-dessus de la boutique avec sa grand-mère, Odette, une femme au regard vif et aux souvenirs pleins de chansons d'autrefois. Ensemble, elles formaient un duo discret mais attachant, connu de tous dans le quartier. Les habitants disaient qu'on ne venait pas seulement pour les croissants ou les brioches au sucre, mais pour l'accueil, les histoires et cette sensation de chaleur humaine que l'on ne trouve plus dans les grandes chaînes impersonnelles. Emma, malgré sa jeunesse, portait en elle une mélancolie douce, comme si elle avait connu un amour trop tôt ou un chagrin trop grand. Elle n'en parlait jamais. Son regard s'illuminait chaque fois qu'un enfant passait la porte en courant, qu'une vieille dame complimentait son pain d'épices, ou qu'un musicien de rue venait chercher une tarte avant d'aller jouer sur les marches du Sacré-Cœur. Son rêve bien gardé était d'ouvrir un jour sa propre pâtisserie, avec une terrasse fleurie, des recettes à elle et des couleurs pastel sur les murs. Mais pour l'instant, elle se contentait de ce coin de bonheur simple, de farine sur les doigts et de rire dans la boutique. Ce matin-là, pourtant, quelque chose d'inattendu allait briser la routine délicate de sa vie. Il était à peine 8 heures lorsque la clochette de la porte tinta plus fort que d'habitude. Un homme entra brusquement, haletant, vêtu d'un costume froissé et tenant à bout de bras un grand sac en papier débordant de rubans, de jouets et d'une boîte à gâteaux à moitié ouverte. Il avait les cheveux en bataille, les traits tirés et l'allure de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des heures. Son regard balaya la pièce avec une urgence palpable. Il s'arrêta sur Emma, figée derrière le comptoir, un torchon à la main, interloqué par cette apparition hors du commun. L'homme s'approcha d'un pas rapide, presque désespéré. Avant même qu'elle ait le temps de lui adresser un mot, il lâcha « Excusez-moi, je sais que cela va paraître étrange, mais j'ai besoin de votre aide, immédiatement. » Emma haussa les sourcils, ne sachant pas si elle devait rire, appeler à l'aide ou simplement écouter. Il n'avait rien d'un voleur ou d'un fou. Il avait l'air brisé. Quelque chose dans ses yeux, une sorte de détresse brute, la força à rester silencieuse un instant de plus. Il reprit d'un ton moins haletant, mais encore nerveux. « Ma fille, elle a 5 ans. C'est son anniversaire aujourd'hui. Elle m'attend avec sa robe préférée, ses bougies, son gâteau et sa mère. Mais sa mère ne viendra pas. Elle est partie. Depuis des mois. Elle ne le sait pas. Elle croit encore qu'on est tous les deux. Elle veut que sa mère soit là. Et je n'ai personne pour la remplacer, jusqu'à ce que je vous voie. » Il marqua une pause, comme s'il prenait conscience de l'absurdité de ce qu'il allait demander. Puis, d'un ton presque implorant, il lança « Vous pourriez faire semblant, juste pour aujourd'hui, pour qu'elle ait sa fête, pour qu'elle ait sa mère, même si ce n'est qu'un mensonge doux. Je vous en supplie. » Emma resta figée. Son cœur battait plus vite. Les mots flottaient dans l'air comme une vapeur de café trop chaud. Elle ne comprenait pas. Ou plutôt, elle comprenait trop bien. La douleur dans sa voix, le regard perdu, le sac rempli de cadeaux mal emballés, ce n'était pas un homme dangereux. C'était un père désespéré. Elle voulait dire non. Elle aurait dû dire non. Mais à cet instant, une petite fille inconnue dans un appartement inconnu la regardait sûrement par la fenêtre, espérant voir ses parents réunis. Elle posa lentement le torchon sur le comptoir, les mains encore poudrées de farine, et murmura presque sans y croire « Juste pour aujourd'hui ?» Il hocha la tête, soulagé, comme si ce simple accord venait de repousser une montagne entière. Il se présenta alors pour la première fois. Louis Delacour. Emma sentit un frisson parcourir son dos. Ce nom ne lui était pas inconnu. Elle ne lisait pas souvent les journaux,
Mais même elle avait entendu parler de la chaîne d'hôtels de la cour, de ses campagnes publicitaires dans le métro, de ses inaugurations luxueuses. Cet homme, en face d'elle, n'était pas un simple père dépassé. C'était un PDG, un magnate du luxe, effondré dans sa boulangerie à 8 heures du matin. Elle n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Il sortit une photo de sa poche, une petite image froissée représentant une fillette souriante, les boucles blondes en bataille, tenant un doudou contre elle. Emma sentit sa gorge se nouer. La petite ressemblait à une peinture ancienne, innocente, fragile, heureuse, peut-être pour encore quelques heures. « Elle s'appelle Léa », dit-il doucement. « Elle vous aimera, j'en suis sûr. » Et c'est ainsi que, dans une boulangerie de Montmartre, entre une fournée de pain au raisin et une vitrine de tartes au citron, une inconnue accepta de devenir, pour quelques heures, la mère d'emprunt d'une petite fille qu'elle ne connaissait pas, pour l'anniversaire le plus étrange, et peut-être le plus décisif, de sa vie. Le silence qui suivit l'acceptation d'Emma semblait suspendre le temps. Louis, visiblement soulagé, tenta de remettre un peu d'ordre dans sa tenue. Il rangea les rubans épars, réajusta la boîte à gâteaux et regarda autour de lui, comme s'il redécouvrait la réalité après avoir marché en rêve. Emma, quant à elle, se tenait droite, les mains croisées sur son tablier, le regard perdu entre la porte et le sac qu'il tenait encore. Ce qu'elle venait d'accepter dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer en se levant ce matin-là. Elle n'était ni actrice ni menteuse, et encore moins préparée à jouer un rôle si intime, si dangereux dans ses implications. Et pourtant, quelque chose, un instinct profond, une intuition venue d'un lieu silencieux en elle, l'avait poussée à dire oui. Louis, avec une politesse presque précipitée, lui proposa de l'accompagner immédiatement. Le lieu de la fête, expliqua-t-il, se trouvait dans un jardin privé situé à quelques rues derrière l'une des propriétés de sa famille. Il précisa que tout avait été préparé. Les ballons, les fleurs, le gâteau, les cadeaux. Tout, sauf la présence essentielle. Emma suivit, les pensées en tourbillon, tenant son sac à main comme une armure inutile. Tandis qu'ils marchaient côte à côte, il lui expliqua brièvement ce qu'il attendait d'elle. Pas une performance, pas une invention de vie, simplement une présence aimante, douce, rassurante. Léa n'avait que 5 ans. Elle ne poserait pas de questions complexes. Elle voulait juste sa maman, ou l'ombre réconfortante qu'elle représentait. En traversant les rues animées de Montmartre, Emma observait ce quartier qu'elle connaissait par cœur sous un angle différent. Chaque façade semblait vibrer d'un éclat plus intense. Chaque passant paraissait éloigné d'elle par une frontière invisible. Elle s'engageait dans une histoire dont elle ne connaissait ni les règles, ni la fin. Elle n'avait jamais eu d'enfant, n'avait jamais fait semblant d'en avoir. Son cœur battait d'une façon étrange, entre l'appréhension et une curiosité irrépressible. Ils arrivèrent devant un portail en fer forgé, orné de motifs floraux anciens. Louis ouvrit avec un code discret et une allée de gravier s'ouvrit devant eux, bordée de buis taillés et de rosiers grimpants. Au fond du jardin, une grande table décorée de guirlandes multicolores, des chaises miniatures en bois, des coussins au sol et une arche de ballons roses et blancs. Emma sentit un nœud se former dans son estomac. Tout cela avait été préparé avec un soin bouleversant, comme si Louis, malgré son apparence de PDG occupé, avait mis dans cette fête tout ce qu'il n'arrivait pas à dire. Puis elle la vit, Léa, petite silhouette vêtue d'une robe rose pâle, les cheveux bouclés, attachés avec 2 rubans, elle courait autour de la table en tenant une peluche usée. À la vue de Louis, elle poussa un cri joyeux et se précipita dans ses bras. Louis la serra longuement, visiblement ému, et lui murmura quelques mots à l'oreille. Léa leva les yeux vers Emma. Elle hésita un instant, puis un sourire immense se dessina sur son visage. Elle courut vers elle sans attendre de signal, s'accrocha à sa jambe avec une spontanéité désarmante et dit d'une voix légère « Maman, tu es venue ». Emma sentit tout l'air quitter ses poumons. Elle ne s'était pas préparée à cela. Ce mot, ce regard, cette innocence. Elle se pencha lentement, posa la main sur la tête de l'enfant et répondit dans un souffle « Bien sûr, ma chérie ». Elle ne savait pas d'où lui venait cette douceur, peut-être de la tendresse qu'elle avait toujours ressentie pour les enfants, ou peut-être d'un vide ancien en elle qu'elle ne soupçonnait même pas. Quoi qu'il en soit, à cet instant, elle devint, sans artifice, sans calcul, la figure maternelle que cette petite attendait. La journée se déroula dans une étrange bulle de légèreté. Emma participait au jeu, riait aux éclats,
servait des parts de gâteau, chantait les chansons avec les enfants, tout cela avec une aisance qui la surprenait elle-même. Léa ne la quittait pas d'une semelle. À chaque activité, elle voulait la main d'Emma, son regard, son approbation. Louis, en retrait, observait la scène avec un mélange de gratitude et de fascination. Il ne reconnaissait plus la femme timide de la boulangerie. Elle semblait faite pour ce rôle qu'elle n'avait jamais joué auparavant. Le moment le plus délicat arriva lorsque Léa, après avoir ouvert tous ses cadeaux, demanda à ses parents de danser ensemble. Les autres enfants applaudissaient. Les adultes présents, quelques collaborateurs de Louis et leur famille, souriaient sans se douter du mensonge. Emma hésita, mais Louis lui tendit la main et elle la prit. Ils dansèrent doucement au milieu du jardin, sous le regard émerveillé de Léa. Aucune parole n'était nécessaire. Le contact était léger, respectueux, mais une chaleur subtile s'échangeait entre leurs doigts. Lorsque la fête s'acheva, que les derniers invités partirent, que les ballons commencèrent à se faner sous la lumière déclinante, Emma resta encore un instant, aidant à ranger les derniers jouets, repliant les nappes. Léa s'endormit dans une chaise longue, le visage détendu, un reste de chant d'anniversaire sur les lèvres. Louis s'approcha, visiblement ému. « Je ne sais pas comment vous remercier. Ce que vous avez fait aujourd'hui, je ne l'oublierai jamais. » Emma hocha doucement la tête, sans répondre. Elle savait que cette journée avait dépassé les limites de la simple gentillesse. Elle avait franchi une frontière invisible, et une part d'elle s'était attachée à cette petite fille plus qu'elle ne l'aurait cru possible. « Elle vous a aimé, » murmura Louis. « Elle vous a adopté en un instant. » Emma regarda Léa endormie, puis tourna les yeux vers Louis. « Et vous ?» Il resta silencieux, pris au dépourvu. Puis, avec une sincérité rare, il répondit « Je crois que je commence à comprendre pourquoi. La nuit tombait sur Montmartre. Et dans ce jardin privé, entre les fleurs, les souvenirs neufs et les silences chargés, Emma comprit que rien, désormais, ne serait plus jamais tout à fait simple. Lorsque le dernier invité quitta le jardin, laissant derrière lui une nappe tachée de jus de fruits, des ballons défraîchis et des confettis collés dans l'herbe humide, Emma se retrouva seule, ou presque. Léa dormait dans un petit fauteuil d'osier, son doudou serré contre elle et ses chaussures posées à côté. La lumière dorée de la fin de journée filtrait encore à travers les branches, dessinant des ombres délicates sur les joues de la fillette. Louis, en silence, rangeait quelques assiettes, visiblement troublé. Il n'avait cessé d'observer Emma tout au long de la fête, comme s'il découvrait en elle un chapitre entier d'un livre qu'il pensait avoir déjà lu. Emma, les mains pleines de guirlandes emmêlées, leva les yeux vers lui sans dire un mot. Depuis qu'elle avait franchi le portail de ce jardin, elle avait mis de côté ses craintes, ses hésitations, ses doutes. Elle avait agi par instinct, portée par quelque chose de plus fort qu'elle. Mais maintenant que le rôle prenait fin, que la musique s'était tue et que la lumière baissait, une question commençait à bourdonner dans sa tête. Qu'avait-elle fait? Elle s'agenouilla près de Léa, ajusta une couverture sur ses genoux et l'observa quelques secondes. Cet enfant qu'elle venait à peine de rencontrer avait bouleversé quelque chose en elle. Elle avait senti une chaleur ancienne, oubliée, une tendresse pure qu'elle n'avait jamais expérimentée de cette manière. Ce n'était pas une mise en scène, ce n'était pas du théâtre. Elle s'était surprise à être véritablement présente, à vouloir vraiment voir cette petite heureuse, rire, courir, se sentir aimée. Et ce sentiment-là n'avait rien de fin. Louis s'approcha et s'accroupit à son tour. Elle n'a pas décroché de vous de la journée. Emma murmura sans le regarder. Elle est si douce. Elle mérite tout l'amour du monde. Il la fixa un instant, les traits tendres. Il ne répondit pas tout de suite. Son regard était chargé de 1000 pensées qu'il ne formulait pas, comme s'il cherchait les mots justes dans un territoire qu'il connaissait mal. J'ai cru, au début, que ce serait une idée folle, que jamais vous n'accepteriez. Mais vous avez été parfaite. Ce mot résonna étrangement en elle. Parfaite. Elle n'aimait pas les compliments exagérés. Ils sonnaient souvent faux, surtout quand ils venaient d'hommes habitués à manier les mots comme des armes de négociation. Mais chez Louis, il y avait une vulnérabilité qu'elle n'avait pas anticipée. Quelque chose de profondément humain, presque cassé. Il n'était pas le stéréotype du puissant homme d'affaires froid et distant. Il avait en lui une faille, visible, nue, et c'est peut-être ce qui l'avait touché dès les premiers instants. Elle se releva lentement, frottant ses mains sur son tablier, soudainement consciente de sa tenue, de son odeur de farine, de sa différence de monde avec lui.
Et pourtant, dans ce jardin, cette journée, cette bulle suspendue, ils avaient été sur un même plan. Deux adultes perdus, réunis par l'amour d'un enfant. « Il faut que je rentre, dit-elle doucement. Louis hocha la tête. « Je vais vous raccompagner. » Ils marchèrent côte à côte jusqu'à l'entrée dans un silence étrange, pas pesant mais chargé. Arrivée devant le portail, elle se tourna vers lui. « Je suis contente d'avoir pu faire ça pour Léa. » Elle a un sourire inoubliable. « Et vous, vous avez un cœur immense, répondit-il. Elle le regarda une dernière fois, puis partit sans se retourner. Les jours suivants furent flous pour Emma. Elle reprit son poste à la boulangerie comme si rien ne s'était passé, mais une agitation nouvelle l'habitait. Elle repensait sans cesse à Léa, à ses petits bras autour de son cou, à ses rires cristallins, à sa main dans la sienne. Et, malgré elle, elle pensait aussi à Louis, à sa voix grave, à sa manière de la regarder, comme s'il cherchait en elle quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé ailleurs. Odette, sa grand-mère, remarqua rapidement ce trouble inhabituel. « Tu es ailleurs, ma chérie ?» dit-elle en coupant des pommes pour une tarte. Emma esquiva, prétendant être fatiguée. Elle n'avait pas encore trouvé les mots pour expliquer ce qu'elle avait vécu. Même à elle-même, cela paraissait irréel. Une journée dans la peau d'une mère, aux côtés d'un inconnu riche et mystérieux, et pourtant, tout avait semblé aussi vrai que la pâte qu'elle pétrissait chaque matin. 3 jours plus tard, alors qu'elle ouvrait la boutique, Louis réapparut. Il n'était plus l'homme paniqué du premier jour, ni celui attendri de la fête. Il avait repris une posture plus droite, une élégance plus maîtrisée, mais son regard restait le même, profondément attentif. Il tenait une boîte de macarons, manifestement choisie chez un traiteur de luxe, et un petit sac en papier blanc. « Je ne suis pas venu pour la remercier encore, » dit-il dès l'entrée. « Je sais que ce que vous avez fait ne peut pas être payé, mais je viens avec une autre proposition. » Emma, surprise, le fit entrer dans l'arrière-boutique. Il posa les cadeaux sur la table, mais resta debout. « J'ai réfléchi. Mon entreprise veut créer une ligne de pâtisserie artisanale dans nos hôtels. Quelque chose d'authentique, de parisien, d'émotionnel. Je veux que ce soit vous. Je veux que ce soit vos recettes. Votre nom. » Elle resta figée, les mots se cognant dans sa tête. Elle n'avait jamais rêvé d'une telle opportunité. C'était l'irréalisable qui toquait à sa porte. Emballé dans du papier soyeux et présenté par un homme qu'elle connaissait à peine, mais qui, d'une certaine manière, avait déjà modifié le cours de sa vie. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, presque méfiante. Il sourit doucement. « Parce que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas, une âme, et c'est exactement ce qu'il manque à ce monde. » Emma baissa les yeux. Elle sentait un poids nouveau sur ses épaules, une peur douce mais tenace. Accepter, c'était mêler leur monde encore davantage. C'était entrer dans une sphère où le mensonge initial risquait de les rattraper. Et pourtant, son cœur battait comme la première fois qu'elle avait goûté au sucre en cachette dans la cuisine d'Odette. C'était un appel irrésistible. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement, mais elle savait aussi que, désormais, rien ne serait simple, rien ne serait sans conséquence. Et au fond d'elle, elle sentait que cette histoire, commencée comme une faveur absurde, était en train de devenir une aventure qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Le lendemain de sa proposition, Louis n'insista pas. Il ne revint pas à la boulangerie. Pas de message, pas de nouvelles. Et pourtant, Emma sentait sa présence partout, dans les vitrines qu'elle arrangeait machinalement, dans le parfum du pain chaud qui semblait porter en lui l'écho d'un souvenir récent, dans le silence inhabituel qui pesait sur ses gestes. Même Odette, d'ordinaire bavarde, semblait plus prudente avec ses questions, comme si elle percevait que quelque chose avait changé dans la vie de sa petite fille, quelque chose de trop neuf, de trop fragile pour être nommé. Emma, de son côté, ne trouvait pas le sommeil. Chaque nuit, elle revivait la fête, les rires de Léa, les regards de Louis. Elle n'avait jamais connu un trouble aussi complexe. L'offre qu'il lui avait faite n'était pas simplement professionnelle. C'était un passage, une porte ouverte vers un monde auquel elle n'avait jamais appartenu. Et le pire, c'était qu'elle en avait envie. Non pas pour le prestige ou l'argent, mais pour l'opportunité de créer quelque chose à elle, de mettre enfin en œuvre les recettes qu'elle testait en secret depuis des années, de voir son nom inscrit sur les vitrines de lieux où des voyageurs du monde entier goûteraient à ses créations. Elle avait rêvé de cela dans le silence des nuits parisiennes, en rangeant des boîtes de farine, en recousant ses tabliers usés. Mais elle avait aussi peur de se brûler.
Peur que cette proposition ne soit qu'un prolongement de ce moment suspendu, une conséquence émotionnelle, d'un jour hors du temps. Et si tout cela n'était qu'un malentendu, une illusion née d'un geste de compassion? Louis avait dit qu'il voyait en elle une authenticité rare, mais elle n'était pas certaine d'être prête à mélanger sentiment et ambition. Elle n'avait pas les armes. Elle avait toujours construit sa vie sur des fondations modestes, solides, discrètes. 2 jours plus tard, elle prit une décision. Elle se rendit dans les bureaux de l'hôtel Delacour, situé dans un bâtiment haussmannien non loin des Champs-Élysées. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi raffiné. Le hall, décoré de marbre clair et de luminaires en laiton, lui donna presque le vertige. On l'introduisit rapidement dans une salle de réunion vitrée, au dernier étage, avec vue sur la ville. Louis entra quelques minutes plus tard, surpris mais visiblement heureux de la voir. « Je ne pensais pas que vous viendriez aussi vite », dit-il, refermant la porte derrière lui. Emma se leva, droite, les mains jointes devant elle. « Je suis venu pour accepter, mais à mes conditions. » Il haussa les sourcils, un sourire intrigué au coin des lèvres. « Je vous écoute. Je ne veux pas être une vitrine. Je ne veux pas être un joli nom collé sur une carte de dessert pour faire joli. Si je travaille avec vous, c'est pour créer, vraiment. Pour choisir mes produits, mes fournisseurs, mes méthodes. Je veux une liberté complète sur les recettes. Et je veux que tout ce qui porte mon nom respecte ce que j'ai appris ici, dans ma boulangerie à Montmartre. » Louis resta silencieux quelques secondes, puis répondit d'une voix calme. « Très bien. Ce que je voulais justement, c'est votre monde. Pas un décor, pas une illusion. Alors, votre monde, je le veux entier. » Emma sentit une chaleur étrange l'envahir, une forme de soulagement mêlée à de l'excitation. Elle n'était plus spectatrice d'une folie passagère. Elle devenait actrice d'un projet réel. Et même si elle ne pouvait pas encore le dire à voix haute, elle se savait déjà liée à cette entreprise bien au-delà de l'aspect professionnel. Les semaines suivantes furent intenses. Emma fut invitée à visiter plusieurs hôtels de la chaîne, à rencontrer les chefs, à goûter les plats proposés sur les cartes. Elle eut carte blanche pour imaginer une ligne complète de douceur artisanale. Madeleine revisitée, tartelette à la lavande, éclair à la fleur d'oranger. Son atelier temporaire fut installé dans les cuisines du siège avec tous les outils qu'elle souhaitait. Chaque jour, elle testait, notait, modifiait, jusqu'à obtenir la version parfaite de ce qu'elle voulait transmettre. Une pâtisserie honnête, délicate, émotive. Louis, malgré ses obligations, trouvait toujours un moment pour passer la voir. Parfois juste quelques minutes. Un café à la main, un sourire, une remarque sur l'odeur du glaçage. Il ne forçait rien, ne posait aucune question personnelle. Mais sa présence suffisait à troubler Emma. Il devenait une figure familière, presque rassurante, mais jamais banale. Il y avait toujours entre eux cette tension fine, invisible, comme un fil tendu que personne n'osait briser. Un après-midi, alors qu'elle finalisait une série de sablés au miel et romarin, Emma entendit 2 voix dans le couloir attenant à la cuisine. Elle reconnut celle de Louis, calme mais tendue, et une autre, féminine, plus sèche. Intriguée malgré elle, elle se figea. Les mots, d'abord indistincts, devinrent soudain clairs lorsqu'un silence précéda une phrase tranchante. « Elle ne reviendra pas. Elle t'a laissé cette lettre. Tu l'as lue. Elle ne veut plus entendre parler ni de toi, ni de cette gamine. » Emma sentit son cœur se serrer. Elle ne voulait pas écouter, mais ses pieds ne bougeaient plus. La voix féminine continua. « Et maintenant, elle veut te poursuivre pour diffamation ? Tu pensais vraiment pouvoir t'en sortir sans conséquence ? Tu crois qu'une fête d'anniversaire ridicule va effacer le fait que tu lui as volé sa liberté ?» Le silence de Louis, ensuite, fut plus parlant que n'importe quelle réponse. Emma recula lentement, retourna à son plan de travail. Les sablés avaient refroidi. L'arôme sucré semblait désormais amer. Elle comprit à cet instant que l'histoire dans laquelle elle avait mis un pied était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas d'une simple séparation, d'une absence maternelle passagère. Il y avait un drame enfoui, une tension profonde, une histoire de famille déchirée. Et malgré elle, elle en faisait partie. Pire encore, elle s'était glissée dans un vide laissé par une femme qui, désormais, réclamait vengeance. Elle nettoya son poste, rangea ses ustensiles, salua les cuisiniers sans un mot. Une pluie fine commençait à tomber sur Paris et elle marchait sans parapluie, les pensées lourdes, les émotions en désordre. Elle n'avait rien cherché de tout cela.
Elle voulait seulement faire plaisir à une enfant, rendre service à un père en détresse, partager une journée douce dans un monde souvent cruel. Et maintenant, elle se retrouvait au cœur d'un conflit qu'elle ne comprenait pas entièrement, où l'amour, la haine, la loyauté et la trahison se mêlaient. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta assise à la table de la cuisine, une tasse de thé froid entre les mains. Elle ne savait plus si elle devait rester ou partir. Mais une chose était sûre, ce rôle qu'elle avait accepté pour quelques heures avait déchiré la frontière entre fiction et réalité. Qu'elle ne savait plus où elle se trouvait. Le jour suivant, Emma arriva au siège de l'hôtel de la cour avec une tension nouvelle dans le corps. Elle avait mal dormi, son esprit hanté par la conversation volée de la veille. Son pas était moins léger, son regard moins ouvert. Elle entra dans les cuisines sans dire un mot, enfilant son tablier mécaniquement, sans saluer les chefs qui l'entouraient. Personne ne fit de commentaires. L'ambiance, pourtant professionnelle, était suffisamment attentive pour que chacun sente le moindre changement d'humeur. Emma se mit à l'ouvrage comme à son habitude, mais chaque mouvement était plus raide, chaque inspiration plus bruyante. Elle pétrissait comme on lutte, mesurant la texture de la pâte avec une sévérité qui contrastait avec sa délicatesse habituelle. En fin de matinée, Louis passa, comme il le faisait souvent. Il tenait à la main une tablette contenant le prototype du futur site de la nouvelle ligne de pâtisserie. Il souriait, détendu, presque rayonnant. Mais Emma ne leva même pas les yeux lorsqu'il entra. Elle continua de disposer ses tartelettes sur un plateau, feignant de ne pas remarquer sa présence. Ce fut l'un des jeunes pâtissiers qui le salua. Louis, surpris, s'approcha d'Emma. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Elle s'arrêta un instant, ses mains suspendues au-dessus du plan de travail, puis répondit sans émotion « Je fais ce que j'ai à faire ». Il pencha légèrement la tête, cherchant à croiser son regard. « Vous semblez différente aujourd'hui. Peut-être que j'ai juste mal dormi. » Louis hésita, puis reposa la tablette sur le plan de travail. « Je voulais vous montrer les premières maquettes du projet. Votre nom y figure en grand, avec une citation que vous aviez dite « Sur les gâteaux qui racontent une histoire ». Emma ne répondit pas. Elle saisit la poche à douille et se remit au travail. La tension dans ses épaules était manifeste. Louis la regarda quelques secondes, puis recula, comprenant que quelque chose clochait. Il sortit sans insister, laissant derrière lui une atmosphère plus lourde qu'à son arrivée. À la pause déjeuner, Emma s'isola dans une petite salle annexe, où elle prit un café sans sucre et un croissant froid. Elle n'avait pas faim, mais elle devait se concentrer sur quelque chose d'extérieur, de mécanique, pour ne pas sombrer dans ses pensées. C'est là qu'elle entendit des pas s'arrêter devant la porte. Une voix discrète, féminine, s'éleva. « Vous êtes Emma Laurent ?» Emma se retourna, surprise. Une femme élégante, vêtue d'un tailleur bleu nuit, se tenait sur le pas de la porte. Elle portait des lunettes fines et une sacoche en cuir. Elle semblait plus issue d'un cabinet juridique que du monde de la pâtisserie. « Je suis Maître Clément, avocate. Je représente Madame Camille Fournier. » Emma fronça les sourcils. Ce nom, elle ne l'avait encore jamais entendu, mais la suite coupa court à tout doute. La mère de Léa de la Cour. Emma sentit une sueur froide lui parcourir l'échine. L'avocate entra dans la pièce et referma la porte derrière elle, posant son sac sur la table. « Ma cliente m'a chargé de vous transmettre une injonction. Elle considère que votre implication dans la vie de sa fille est inappropriée et moralement nuisible. Elle vous demande de vous éloigner de l'environnement familial de Monsieur de la Cour, et ce, immédiatement. » Emma ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle se contenta de fixer la femme, abasourdie. « Vous avez, sans le vouloir peut-être, joué un rôle dans un contexte délicat. Léa est une enfant fragile, au centre d'un conflit judiciaire complexe. Ma cliente estime que la présence d'une tierce personne, encore plus lorsque celle-ci a prétendu être sa mère, fût-ce à la demande du père, constitue une atteinte émotionnelle grave. » Emma sentit son cœur se serrer. Le mot « prétendu » résonnait en elle comme une gifle. « Je n'ai jamais voulu nuire à personne, » dit-elle enfin, la voix tremblante. « Je ne suis qu'une boulangère. On m'a demandé un service. J'ai agi par compassion. Je ne savais rien de cette histoire. » L'avocate acquiesça lentement, mais son regard restait dur. « Cela ne change rien au fait que votre implication pourrait être utilisée contre Monsieur de la Cour. Et c'est ce que ma cliente envisage de faire si vous ne vous retirez pas immédiatement du projet professionnel et de leur vie. » Emma prit la feuille tendue, les doigts glacés.
Aucun cri, aucun scandale. Tout se faisait avec une élégance meurtrière, une froideur chirurgicale. Lorsque l'avocate quitta la pièce, Emma resta immobile pendant plusieurs minutes. La feuille tremblait dans sa main. Elle la relut une fois, 2 fois, sans vraiment saisir le sens juridique, mais parfaitement consciente de l'intimidation qu'elle contenait. Elle n'était plus seulement l'invitée d'un univers étranger. Elle était devenue un problème, un obstacle. Elle passa l'après-midi à travailler mécaniquement, le regard vide. Louis revint en fin de journée, demandant à la voir. Elle accepta, sans rien dire, de le suivre dans son bureau. Lorsqu'il referma la porte, il remarqua immédiatement la lettre entre ses mains. « Elle vous a trouvé, murmura-t-il. »« Elle m'a menacé, corrigea Emma. Louis passa une main sur son visage, visiblement épuisé. « Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que cela vous retombe dessus. Camille est compliquée, instable parfois. Elle n'a jamais voulu de cette vie, ni de Léa. Elle est partie quand la petite avait 3 ans, sans explication. Et maintenant, elle veut me faire payer. » Emma serra les lèvres, le cœur en tumulte. « Pourquoi ne m'avoir rien dit ?» Il s'approcha, s'asseyant lentement en face d'elle. « Parce que je voulais vous protéger. Je ne voulais pas mêler votre gentillesse à cette laideur. » Elle le regarda longuement, puis baissa les yeux. « C'est trop tard. » Le silence qui suivit fut dense, douloureux. Louis, visiblement bouleversé, murmura « Ne partez pas ». Mais Emma savait au fond d'elle qu'un choix s'imposait. Elle ne pouvait pas continuer à naviguer entre l'innocence de Léa, la tendresse de Louis et l'ombre menaçante de Camille. Elle n'avait pas signé pour ça. Ce qu'elle avait donné venait du cœur, et elle ne voulait pas que ce cœur soit utilisé comme une arme dans une guerre qui n'était pas la sienne. Ce soir-là, elle rentra chez elle avec une détermination nouvelle. Elle comprenait désormais que la ligne qu'elle avait franchie n'était pas seulement celle d'un mensonge bienveillant. C'était une frontière invisible entre 2 mondes, celui des sentiments sincères et celui des intérêts tordus. Le jour suivant s'annonçait comme un matin ordinaire, avec son ciel parisien gris et cette lumière pâle qui baignait la ville sans jamais l'éclairer vraiment. Pourtant, dès l'instant où Emma ouvrit les yeux, elle sut que cette journée ne serait pas comme les autres. Elle se leva plus lentement que d'habitude, sa poitrine lourde d'une angoisse qu'elle ne savait nommer. Elle avait passé la nuit à revoir les mots tranchants de l'avocate de Camille, à repenser au regard de Louis, à la vulnérabilité de Léa, et surtout à ce rôle qu'elle n'avait jamais voulu jouer, mais qui lui collait désormais à la peau comme une seconde nature. Elle décida de ne pas aller aux cuisines ce jour-là. Elle avait besoin de respirer, de s'éloigner, de comprendre ce que cette tempête invisible faisait à sa vie. Elle se rendit au marché de son quartier, cherchant dans la familiarité des étals une forme de réconfort. Le parfum des pommes fraîches, les éclats de voix des vendeurs, les rires d'enfants courant entre les jambes de leurs parents, tout cela avait autrefois suffi à lui redonner le moral. Mais cette fois, même les couleurs vives des fruits ne suffisaient pas à chasser l'ombre qui planait sur elle. Vers midi, alors qu'elle rentrait chez elle, son téléphone vibra. Un message bref de Louis. « Il faut qu'on parle. C'est important. » Elle hésita, puis répondit simplement « D'accord. » Ils se retrouvèrent dans un petit café discret du Marais, à l'écart des regards. Louis était déjà là, vêtu d'un manteau sombre, les traits tirés par le manque de sommeil. Lorsqu'il la vit entrer, il se leva immédiatement, comme mu par un réflexe de respect presque ancien. Elle s'assit en silence, retirant son écharpe, et plongea ses yeux dans les siens sans détour. « Elle est revenue, » dit-il sans introduction. Emma n'eut pas besoin de demander de qui il parlait. « Camille ?» murmura-t-elle. Il acquiesça. « Ce matin, sans prévenir, elle a débarqué chez moi, avec un ton calme mais glaçant. Elle ne veut pas la garde de Léa. Elle ne veut même pas voir sa fille. Mais elle exige que vous disparaissiez. » Emma ne dit rien. La douleur qu'elle ressentait ne venait pas de la jalousie ou de la peur, mais d'un mélange amer d'injustice et d'impuissance. Comment pouvait-on rejeter son propre enfant, puis réclamer qu'on éloigne la seule personne qui lui avait offert de l'amour inconditionnel? Même pour quelques jours, elle m'a menacé de ruiner ma réputation, de mobiliser la presse, de porter plainte pour manipulation émotionnelle. Elle affirme que j'utilise Léa comme un outil de communication pour redorer mon image, et que vous êtes une complice naïve ou intéressée. Emma sentit sa gorge se serrer. Le mépris que cette femme semblait avoir pour tout ce qui n'était pas elle-même était presque palpable. Elle inspira profondément, puis demanda « Et vous ?
Qu'allez-vous faire » Louis baissa les yeux. Il avait l'air fatigué, vidé. Ce combat durait manifestement depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'imaginait. « Je ne sais pas. Je veux protéger Léa. Et je veux vous protéger aussi. Mais Camille est imprévisible. Elle a des contacts, des moyens. Elle peut faire de cette histoire un scandale national si elle le veut. » Emma détourna le regard. Elle comprenait enfin l'étendue du piège dans lequel elle était tombée. En acceptant un simple rôle pour un jour, elle s'était retrouvée au cœur d'une guerre silencieuse entre deux mondes, celui de l'argent, du pouvoir, de l'apparence, et celui de la vérité, du cœur, de l'instinct. « Je vais y réfléchir », dit-elle simplement. Louis hocha la tête. Il ne tenta pas de la retenir, ne prononça pas de mots doux, ni de promesses irréalistes. Il respectait son silence, sa réflexion, comme un homme qui sait qu'il ne peut forcer aucun destin, surtout pas celui d'une femme comme Emma. Le soir, de retour chez elle, Emma trouva sa grand-mère assise dans la cuisine, tricotant en silence. Odette leva les yeux vers elle et dit « Tu veux parler ou je te prépare un chocolat chaud d'abord » Emma sourit faiblement. Elle s'assit à côté d'elle, posant la tête sur son épaule. « Je crois que je suis tombée dans une histoire qui me dépasse, » murmura-t-elle. Odette ne répondit pas tout de suite. Elle posa son tricot, lui caressa les cheveux comme lorsqu'elle était enfant. Parfois, les histoires qui nous dépassent sont justement celles qu'on était destiné à vivre. Mais il faut savoir quand partir, et surtout pourquoi rester. Emma ferma les yeux, écoutant la respiration calme de sa grand-mère. Elle pensait à Léa, à sa petite voix, à ses yeux brillants de joie, à ses bras autour de son cou. Puis elle pensa à Camille, à son regard froid, à sa manière d'entrer dans la vie des autres comme un coup de vent glacial. Et enfin, elle pensa à Louis, à ses silences, à sa fatigue, à cette forme d'admiration discrète qu'il avait toujours manifestée pour elle. Le lendemain, Emma décida de se rendre à l'hôtel de la cour, non pas pour travailler, mais pour observer. Elle voulait voir de ses propres yeux ce qui se tramait. À son arrivée, elle croisa plusieurs employés en tension, des regards échangés, des chuchotements. Quelque chose se préparait, cela ne faisait aucun doute. Et puis, dans le grand hall marbré, elle la vit. Camille, grande, élégante, habillée d'un tailleur beige impeccable. Elle était en conversation avec un journaliste qu'Emma reconnut vaguement. La presse. Elle avait donc décidé de passer à l'action. Emma n'entendit pas les mots échangés, mais elle n'avait pas besoin de les comprendre. Le regard de Camille disait tout, elle était venue pour détruire. Emma s'éclipsa discrètement. Elle comprit que le moment de choisir était venu. Elle ne pouvait pas rester dans ce jeu de pouvoir, dans cette mascarade où les sentiments étaient manipulés, jetés, déformés. Elle n'avait jamais voulu cela. Elle avait seulement voulu aider une petite fille à passer une belle journée. Ce soir-là, elle rédigea une lettre, simple, directe, émouvante. Elle l'adressa à Louis et la fit déposer par coursier à son bureau. Elle y expliquait qu'elle démissionnait du projet, qu'elle préférait quitter Paris un moment, qu'elle avait besoin de retrouver son équilibre, loin du tumulte et des tensions. Elle laissa aussi une petite boîte. À l'intérieur, des biscuits sablés en forme de cœur. Et un mot pour Léa. « Merci pour ton sourire. Il restera toujours dans ma mémoire. » Emma ferma la porte de son appartement le lendemain à l'aube, un sac à la main, et descendit les escaliers sans bruit. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle avait donné tout ce qu'elle pouvait, et qu'il fallait maintenant se protéger. Pour continuer à aimer un jour sans avoir peur, le train pour Avignon partait à 7 heures du matin. Emma s'était installée près de la fenêtre, le cœur lourd mais calme, regardant les quais défiler lentement, alors que le soleil se levait à peine sur la gare de Lyon. Elle avait glissé sa valise sous le siège, gardant avec elle un sac de voyage contenant le strict nécessaire. Pas de bijoux, pas de vêtements luxueux, seulement des cahiers de recettes, quelques livres de cuisine annotés par sa grand-mère et une boîte de métal remplie de photos anciennes, sa seule attache tangible à la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Elle ne pleura pas encore. Elle se sentait vidée, comme si elle avait traversé une tempête trop longue pour que les émotions aient encore de l'espace où exister. Le paysage défila bientôt à vive allure, les immeubles gris de Paris laissant place aux champs brumeux, puis aux collines douces de la campagne française. C'était une fuite volontaire, mais pas une défaite. C'était un acte de protection, de sauvegarde, non pas pour elle seule, mais aussi pour Léa, car si elle restait, elle deviendrait une cible, et cette petite fille qu'elle avait appris à aimer serait la première à en souffrir.
Quelques heures plus tôt, avant de quitter Paris, Emma avait déposé la boîte de sablés et la lettre chez Louis. Elle n'avait pas cherché à le voir. Elle ne voulait pas de scènes, de mots difficiles, de regards qui auraient pu la faire hésiter. Elle avait tout dit dans cette lettre, avec une sincérité absolue. Elle lui avait parlé de la joie de cette journée avec Léa, de l'étonnement qu'elle avait ressenti à découvrir une forme d'amour qu'elle ne connaissait pas, de la beauté inattendue de ce rôle qu'elle n'avait jamais souhaité jouer, mais qu'elle avait fini par incarner avec tout son cœur, et elle avait terminé par une phrase simple, presque enfantine. « Je m'éloigne parce que c'est ce que je peux faire de plus doux pour elle. » Elle savait que Louis comprendrait, peut-être pas immédiatement, peut-être même qu'il se sentirait trahi, abandonné, mais un jour il verrait cela comme un acte d'amour. Elle le croyait, elle voulait le croire. L'arrivée à Avignon se fit sous un ciel clair. L'air était plus sec, les rues plus calmes. Emma marcha lentement jusqu'à l'arrêt de bus, puis quitta la ville en direction d'un petit village de la région où une ancienne amie de sa grand-mère possédait une maison de campagne. Une maison aux volets bleus, au jardin en friche, mais au cœur accueillant. On l'y attendait. On lui avait préparé une chambre, un coin pour cuisiner et surtout du silence. Les jours qui suivirent furent empreints d'un calme presque irréel. Emma se réveillait tôt, ouvrait les volets, respirait l'air du sud avec gratitude. Elle faisait le marché du village, discutait avec les marchands, testait de nouvelles recettes à base de lavande, de miel local, de figues fraîches. Elle retrouvait dans ses gestes la saveur des choses simples, la paix qu'elle avait tant cherchée. Mais malgré tout, Léa lui manquait. C'était une douleur discrète, pas brutale mais constante. Un vide dans le quotidien, un creux dans le cœur. Chaque fois qu'elle préparait des biscuits, elle se souvenait des petites mains de la fillette volant une friandise sur la table. Chaque fois qu'elle voyait une robe rose pâle dans une vitrine, elle revoyait Léa tournoyant sous l'arche de ballon, les yeux brillants de bonheur. Elle ne regrettait pas d'être partie. Mais elle regrettait profondément que les choses aient dû se passer ainsi. Louis ne donna pas de nouvelles, et elle non plus. Ils avaient convenu, silencieusement, qu'il valait mieux ne pas rouvrir une plaie qui n'avait pas encore cicatrisé. Elle s'imaginait parfois ce qu'il faisait. Comment il gérait les menaces de Camille, si elle avait vraiment lancé une campagne de diffamation, si l'opinion publique avait été saisie. Elle s'en inquiétait, bien sûr. Mais elle savait aussi que Louis était fort, qu'il saurait protéger Léa, comme il avait tenté de la protéger elle, même maladroitement. Un matin, elle reçut une lettre, pas par mail, pas par message, une vraie lettre, manuscrite, avec une écriture irrégulière et des petits cœurs dessinés dans les coins. L'enveloppe était blanche, décorée de gommettes colorées. L'expéditrice était Léa. Emma sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle ouvrit la lettre avec des doigts tremblants. À l'intérieur, plusieurs pages, pleines de dessins de mots simples, d'affection pure. Léa lui racontait ses journées, sa rentrée à l'école, son nouveau livre préféré. Et surtout, elle écrivait « Tu me manques. Est-ce que tu peux venir me voir à l'école? Je vais faire un spectacle et je veux que tu sois là. » Emma lut et relut cette phrase des dizaines de fois. Puis elle découvrit, plié à l'intérieur, un carton d'invitation fait main, avec des étoiles dessinées et des bonshommes qui dansaient. En bas, d'une écriture différente, plus adulte, elle reconnut la plume de Louis. Il n'avait rien ajouté de dramatique, seulement quelques lignes. « Emma, je comprends si tu ne veux pas revenir, mais Léa te porte dans son cœur et moi aussi. Il n'y a rien à expliquer. Tu es la bienvenue si tu le veux, toujours. » Elle resta un long moment à fixer le papier. Le silence de la maison semblait suspendu, comme en attente d'une décision. Elle sentit quelque chose en elle se briser doucement. Une barrière qu'elle avait érigée pour se protéger, pour survivre. Léa l'avait franchie avec un simple dessin, une simple phrase. Et Louis, avec ses mots retenus, avait tendu la main sans exiger, sans culpabiliser. Ce soir-là, Emma sortit une nappe blanche, dressa la table du jardin, alluma des bougies. Elle cuisina un repas entier pour elle seule, comme si elle recevait quelqu'un. Et en mangeant, elle sourit. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit que quelque chose se réchauffait en elle. Ce n'était pas encore le bonheur, mais peut-être une promesse de lumière. Elle ne savait pas encore si elle irait. Elle ne savait pas comment elle serait reçue, ni même si elle en avait la force. Mais une chose était certaine, elle n'était plus seule dans cette histoire. Léa l'attendait. Et dans l'écho de cette attente, Emma découvrait une forme de courage qu'elle pensait avoir perdue. Le village s'appelait Seignon.
perché sur une colline du Luberon, entourée de lavande et de silence. Les maisons en pierre blonde se serraient les unes contre les autres, comme pour résister au vent. Là-bas, personne ne connaissait Emma Laurent. Elle n'était plus la femme de la boulangerie de Montmartre, ni la pâtissière talentueuse associée à un empire hôtelier. Elle n'était pas non plus la mère d'emprunt d'une fillette adorée, ni la cible involontaire de conflits familiaux. Elle était juste Emma, une inconnue parmi les autres, une femme aux mains fines et au regard pensif, arrivée avec une valise et des silences qu'on respectait. Les jours s'écoulaient lentement. Elle s'était installée dans une maisonnette au fond du village, prêtée par une amie d'Odette. Une chambre mansardée, une petite cuisine aux carreaux anciens, une terrasse qui donnait sur un champ de cyprès. Elle y passait ses matinées à écrire, à tester de nouvelles recettes, à noter des idées dans ses carnets usés. Loin du tumulte parisien, elle retrouvait le goût du calme, la saveur du temps qui ne presse pas. Elle redécouvrait aussi le plaisir de faire pour soi un clafoutis improvisé, un pain tressé aux graines, un sirop d'orange amer qu'elle préparait lentement, comme un rituel. Mais si ses mains s'activaient, son cœur, lui, restait inquiet. Elle pensait souvent à Léa, à ses yeux immenses, à la voix fluette qui prononçait son prénom avec un naturel qui la bouleversait. Chaque jour, elle se demandait ce que l'enfant faisait, si elle souriait encore autant, si elle posait des questions sur celle qui avait disparu. Elle imaginait Louis, seul dans l'appartement trop grand, essayant de maintenir l'équilibre fragile de cette vie désormais marquée par l'absence. Elle n'avait jamais connu une douleur aussi discrète, aussi persistante, celle de manquer à quelqu'un qu'on n'a pas le droit d'aimer pleinement. Elle avait pourtant tenté de tourner la page. Dans le village, on avait entendu parler de ses talents. Une épicière lui avait demandé si elle pouvait fournir des sablés pour son rayon. Puis, une autre cliente, tombée amoureuse de ses tartes aux figues, lui avait proposé de faire des gâteaux pour des fêtes d'anniversaire. Peu à peu, Emma s'était remise à vendre, à produire, à créer. Pas en grand, juste quelques commandes, livrées à vélo, avec un panier recouvert d'un torchon brodé. Elle ne gagnait pas beaucoup, mais elle se sentait utile, enracinée dans quelque chose de réel, de sincère. La rumeur de ses douceurs s'était répandue. Bientôt, une petite boutique abandonnée sur la place du village attira son attention. Elle en parla au maire, un homme affable aux allures de berger savant qui lui proposa un bail modeste avec la promesse qu'elle redonnerait vie à ce lieu. Emma accepta presque sans y croire. Elle se remit à dessiner des plans, à imaginer une devanture claire, à choisir le nom qu'elle donnerait à son nouveau projet. 12 promesses. Ce serait son refuge, son offrande au monde, un lieu où l'on viendrait chercher plus que des gâteaux, une part de paix, un souvenir sucré, une chaleur oubliée. Et pourtant, malgré ce renouveau, une ombre persistait. Paris n'avait pas disparu. Louis non plus. Elle avait appris par hasard, grâce à un vieux poste de radio qui crépitait dans la cuisine de la voisine, qu'un scandale avait brièvement secoué les médias parisiens. Le nom de Louis Delacour avait été évoqué, associé à des accusations de manipulation médiatique. On parlait d'une ex-épouse mystérieuse, d'un conflit autour d'un enfant. Rien de très précis. Mais les murmures étaient là. Emma avait éteint la radio aussitôt. Elle ne voulait pas savoir les détails. Ce qui comptait, c'était qu'il avait tenu bon, qu'il n'avait pas cédé. Et cela, elle le devinait à la simple persistance du silence entre eux. Un silence lourd de respect, de distance nécessaire, mais aussi d'attente, car elle sentait que quelque chose en lui résistait, qu'il n'avait pas tourné la page, qu'il la laissait libre, mais pas oubliée. Et elle, malgré la beauté de ses journées à Seignon, savait qu'elle ne vivait qu'à moitié. Un matin, alors qu'elle décorait une série de financiers aux zestes confits, une cliente entra dans la cuisine, une femme du coin, habituée, toujours polie, mais ce jour-là, elle tenait un journal à la main. « Il y a un article sur vous, dit-elle avec un sourire complice. Emma prit le journal à contre-cœur. En première page, un encart discret avec une photo d'elle devant la boulangerie de Montmartre et un titre « De la pâtisserie de quartier au drame privé, la nouvelle muse du sucré ». Elle sentit un vertige. Elle lut les premières lignes. L'auteur racontait brièvement son histoire, son implication dans un projet hôtelier avorté, son retrait soudain, puis sa réapparition discrète dans le sud de la France. Rien n'était méchant, mais tout était exposé. Elle referma le journal. Elle n'était donc pas invisible. Elle n'était jamais sortie du regard du monde. Elle existait encore pour ceux qu'elle avait laissés.
et ce simple fait lui donna une clarté nouvelle. Elle monta dans sa chambre, s'assit au bord du lit et sortit de sa boîte en métal la lettre de Léa, qu'elle avait gardée sous une pile de carnets. Elle la relut une fois de plus. Et cette fois, au lieu de sentir la douleur, elle ressentit une certitude. Elle ne pouvait pas rester cachée pour toujours. Elle avait fui pour protéger, mais maintenant c'était peut-être en revenant qu'elle protégerait le plus. Revenir, non pas pour reprendre ce qu'elle avait laissé, mais pour dire en personne qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, qu'elle n'avait jamais cessé d'y croire. C'était un matin tiède de la fin du printemps. Les premières fleurs de jasmin commençaient à embaumer les ruelles de Seignon et le ciel avait cette clarté tranquille qui annonce les jours sans drame. Emma était assise à la terrasse de sa boutique en rénovation, une tasse de café entre les mains, les yeux posés sur les artisans qui repeignaient les volets dans un bleu pâle choisi avec soin. Son esprit, pourtant, était ailleurs. Depuis plusieurs jours, un sentiment d'attente flottait autour d'elle, comme si quelque chose d'imminent approchait sans qu'elle sache le nommer. Elle tentait de le chasser, de se concentrer sur les carrelages à poser, les étiquettes à imprimer, les recettes à ajuster. Mais rien n'y faisait. Il y avait une voix intérieure, un murmure obstiné, qui revenait toujours. « Tu n'as pas encore tout dit ». C'est ce jour-là que la lettre arriva. Pas par les canaux modernes auxquels elle s'était habituée à fuir. Pas de mail, pas de message vocal. Une vraie lettre, dans une enveloppe couleur crème, écrite à la main, avec de l'encre bleue. L'écriture était hésitante, presque enfantine, mais chaque mot semblait avoir été tracé avec une volonté farouche. Emma la découvrit dans la boîte aux lettres rouillées de la boutique, glissée entre deux prospectus. Elle reconnut l'écriture avant même de l'ouvrir. Léa. Son cœur s'accéléra. Elle s'assit sur le banc de pierre, ouvrit délicatement l'enveloppe et sortit la feuille, tremblante. Il y avait des fautes, des dessins dans les marges, des étoiles au crayon et une fleur collée avec du scotch. Mais surtout, il y avait ces mots. « Bonjour Emma, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. À l'école, on va faire un spectacle. C'est moi qui vais chanter une chanson. J'ai dit à la maîtresse que tu étais mon invité spécial. Je veux que tu viennes. Ce serait le plus beau cadeau. Papa a dit que je pouvais t'écrire. Il dit qu'il comprend si tu ne viens pas. Mais moi, je crois que tu viendras. Parce que tu m'as promis dans ton regard que tu serais toujours là. » Emma ne sut comment retenir ses larmes. Elles vinrent doucement, sans bruit, coulant sur ses joues, alors qu'elle relisait encore et encore ces lignes simples. Ce n'était pas une lettre, c'était une main tendue, une corde jetée depuis l'enfance jusqu'à son cœur d'adulte blessé. Elle replia le papier avec délicatesse, comme on protège un trésor, puis elle sortit de l'enveloppe ce qu'elle n'avait pas encore vu, un carton d'invitation. Petit, coloré, orné de dessins naïfs, il annonçait une représentation de fin d'année à l'école élémentaire Sainte-Claire de Paris, dans le 11e arrondissement. Date, heure, adresse. Et en bas, une annotation discrète, manuscrite, qui n'était plus de la main de Léa, mais de celle, ferme et élégante, de Louis. « Emma, je n'ai pas essayé de vous contacter. Je vous ai laissé l'espace que vous demandiez, mais pas un jour ne passe sans que Léa ne parle de vous. Elle vous cherche dans les vitrines, dans les odeurs de sucre, dans chaque sourire. Je n'ai rien à vous demander. Seulement à vous dire que nous ne vous avons jamais oublié. Si vous venez, sachez que c'est en ami. Rien d'autre, rien de moins. » Emma resta figée un long moment. Le vent léger faisait danser les feuilles autour d'elle et les marteaux des ouvriers semblaient soudain très lointains. Elle sentit le monde se rétrécir à ce simple choix, partir ou rester. Elle avait fui pour se reconstruire. Elle avait bâti une nouvelle vie, pierre par pierre, recette après recette. Mais à quoi servait cette vie si elle devait effacer la plus belle chose qui lui soit arrivée par peur de la douleur qu'elle avait engendrée? Elle passa la journée à marcher dans les sentiers de la colline. Elle ne parla à personne. Elle laissa son téléphone à la maison, refusa les appels, ferma la boutique plus tôt. Elle avait besoin de solitude pour peser chaque battement de son cœur. Elle se souvenait de Léa courant dans le jardin, de Louis lui tendant la main pour danser, de la chaleur douce de cette journée d'anniversaire qui, malgré tout, restait un des souvenirs les plus tendres de son existence. Elle pensait à Camille aussi, à cette ombre toujours suspendue au-dessus d'eux, et elle comprenait que cette ombre ne s'effacerait jamais vraiment, mais devait-elle pour autant rester dans l'obscurité? Le soir venu, elle s'installa à sa table,
alluma une bougie, prit une feuille blanche et se mit à écrire. Pas une réponse officielle, pas une justification, juste quelques mots pour Léa. Des mots simples, doux, porteurs d'un amour qu'elle ne savait plus cacher. Ma petite étoile, j'ai reçu ta lettre et ton invitation. Merci pour ton courage et ta tendresse. Tu es très forte, tu sais. Tu m'as appris que l'amour n'a pas besoin d'un nom. Il se vit, tout simplement. Alors oui, je viendrai. Je serai là, au premier rang, et je chanterai ta chanson dans mon cœur. À bientôt, Emma. Elle glissa la lettre dans une enveloppe, l'envoya le lendemain par courrier prioritaire. Et cette fois, lorsqu'elle redescendit la colline, ce n'était pas pour fuir. C'était pour se préparer à revenir. Elle passa les jours suivants à organiser son départ temporaire. Elle confia les dernières finitions de la boutique à une amie du village. Elle prépara une valise discrète, choisissant avec soin les vêtements qu'elle porterait. Pas pour séduire ni pour impressionner, mais pour se sentir elle-même, forte, claire, présente. Le jour du départ, elle se leva avant l'aube. Elle regarda une dernière fois sa petite boutique, encore inachevée mais pleine de promesses, puis elle ferma doucement la porte à clé. Elle prit le train vers Paris, le même qu'à l'aller, mais cette fois avec une lumière différente dans le regard. Ce n'était plus une fuite, c'était un retour vers ce qu'elle n'avait jamais vraiment quitté, l'amour d'une enfant, la mémoire d'un instant vrai, et peut-être, au bout du chemin, une vérité nouvelle à vivre. Emma arriva à Paris sous un ciel capricieux, typiquement parisien, mi-pluvieux, mi-lumineux, comme si la ville elle-même hésitait entre l'accueil et la méfiance. La gare de Lyon était animée, mais elle avançait lentement parmi les passants, comme détachée du monde qui l'entourait. Sa valise roulait silencieusement sur le sol carrelé, son cœur battait d'un rythme profond, mais mesuré. Elle n'était pas une touriste, elle n'était plus une inconnue. Elle revenait pour une raison précise, unique, intime, tenir une promesse faite à une enfant. Elle ne chercha pas à contacter Louis. Elle ne prévint personne de son arrivée. Elle avait réservé une chambre dans un petit hôtel discret du 11e arrondissement, à quelques rues de l'école Sainte-Claire, là où aurait lieu le spectacle. Elle passa la nuit à relire la lettre de Léa, la relisant ligne par ligne, jusqu'à ce que ses paupières deviennent lourdes et que le sommeil l'emporte dans un silence réparateur. Le lendemain matin, elle se leva tôt, enfila une robe bleu pâle, sobre mais élégante, et marcha d'un pas calme vers l'école. En arrivant devant le portail, elle sentit une boule dans sa gorge. Des enfants couraient déjà dans la cour. Des parents discutaient en petits groupes, certains avec des bouquets, d'autres avec des sacs de bonbons. Emma resta un instant immobile, observant ce tableau simple et joyeux, puis elle franchit le portail avec une lenteur solennelle. Une surveillante lui demanda son nom, elle se présenta poliment, montra l'invitation, et on la guida vers la salle polyvalente où le spectacle aurait lieu. Mais à peine eut-elle fait quelques pas qu'elle la vit. Camille. Appuyée contre le mur, vêtue d'un trench beige et de talons aiguilles, elle fixait Emma avec une expression d'une froideur calculée. Son regard ne contenait ni surprise ni colère, seulement cette hostilité silencieuse des gens qui se croient au-dessus de toute émotion. Emma, sans détourner les yeux, continua d'avancer. Elle savait que le moment de vérité était arrivé. Ce n'était plus le temps des lettres, des fuites, des silences. C'était celui des mots clairs, des positions assumées. Camille s'éloigna du mur et la rejoignit à quelques pas de la porte. « Je savais que vous viendriez », murmura-t-elle d'un ton sec. « Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être au centre, n'est-ce pas ?» Emma la regarda sans ciller. Elle n'avait pas peur. Pas cette fois. « Je suis venue pour Léa. Pas pour vous, pas pour Louis, pour elle seule. Et vous pensez qu'elle a besoin de vous? Vous croyez vraiment que quelques semaines suffisent pour devenir une figure essentielle dans la vie d'un enfant ?» Emma inspira lentement. Elle sentit la tension monter, mais elle savait qu'elle ne devait pas répondre avec colère. « Non, je ne me suis jamais crue essentielle. Je ne suis qu'un passage, un souvenir. Mais parfois, ce sont justement les souvenirs doux qui aident un enfant à grandir. Et moi, je veux être cela pour elle, un souvenir doux. » Camille haussa les sourcils, un sourire narquois au coin des lèvres. « Vous jouez bien, vraiment. Cette humilité calculée, cette douceur armée, on comprend pourquoi Louis vous a choisi. Vous êtes le contraire de moi, la gentille fée, la petite boulangère, la mère de remplacement. » Emma sentit une douleur monter, mais elle la transforma en calme. « Je n'ai jamais cherché à vous remplacer. Je ne suis pas sa mère et je ne le serai jamais. Mais j'ai été là,
un jour où elle avait besoin de quelqu'un. J'ai répondu à un appel. Et ce n'est pas un crime. Camille s'approcha d'un pas, réduisant la distance entre elles. Et vous croyez que vous pouvez revenir comme ça après avoir disparu? Vous croyez qu'elle ne vous en veut pas? Emma sourit tristement. Je sais qu'elle m'attendait, et je sais que partir était nécessaire. Ce n'était pas un abandon, c'était un choix pour ne pas la faire souffrir plus. Je ne suis pas revenu pour m'imposer, je suis revenu parce qu'elle me l'a demandé. Parce qu'elle a écrit avec ses mots d'enfant un appel que je ne pouvais pas ignorer. Camille resta silencieuse, déstabilisée. Pour la première fois, une fissure passa sur son masque parfait. Emma la regarda, sans haine. « Ce que vous faites, Camille, c'est protéger votre territoire. Je le comprends. Mais il ne s'agit pas de territoire ici. Il s'agit d'un enfant. Et si vous l'aimiez vraiment, même un peu, vous sauriez que l'amour ne se divise pas. Il se multiplie. » À ce moment précis, Louis arriva. Il avait vu la scène de loin et s'approchait d'un pas rapide. Il se plaça entre les deux femmes, le regard d'abord tourné vers Camille. « Assez. Cela suffit. Ce que tu fais est injuste, et tu le sais. Emma n'a rien fait de mal. Et si tu continues à vouloir transformer notre fille en champ de bataille, c'est toi seul que Léa finira par rejeter. » Camille ouvrit la bouche pour répliquer, mais Louis la coupa d'un ton ferme, sans agressivité. « Tu es libre de rester, d'assister au spectacle, de voir ta fille heureuse. Mais si tu ne peux pas le faire sans blesser, alors je te demande de partir. » Camille le fixa, puis tourna lentement les talons, sans un mot, sans un cri. Juste ce retrait glacial, propre aux personnes qui sentent qu'elles ont perdu une guerre sans la comprendre. Elle franchit le portail, talons claquant sur le béton, silhouette droite jusqu'au bout. Louis se tourna vers Emma. Il n'eut pas besoin de parler. Son regard disait tout, la gratitude, l'admiration, mais aussi une douleur profonde, un respect immense. « Tu es vraiment revenu, » murmura-t-il. Emma acquiesça doucement. Pour elle, et pour moi aussi. Ils entrèrent ensemble dans la salle. Léa était là, en train de répéter sur scène, une robe à pois, les cheveux relevés, un sourire immense dès qu'elle aperçut Emma. Elle sauta de l'estrade, courut dans les bras d'Emma, l'enlaçant si fort qu'elle faillit tomber. « Je savais que tu viendrais. » Emma la serra contre elle, les yeux humides. « Et moi, je savais que tu m'attendais. » Et dans cette étreinte, il n'y avait plus de mensonges, plus de rôle, plus de théâtre. Il n'y avait que la vérité d'un lien né du hasard, nourri par la tendresse et renforcé par l'absence. Ce jour-là, Emma ne fut pas la mère de Léa. Elle fut simplement celle qu'elle aimait, et cela suffisait amplement. Le lendemain du spectacle, Paris semblait avoir ralenti. Le ciel était chargé mais paisible. Les rues baignaient d'un calme inhabituel, comme si la ville entière avait été témoin de l'écho silencieux d'un événement intime, presque sacré. Pour Louis de la Cour, ce jour marquait un tournant. Il n'avait pas dormi de la nuit. Après le départ d'Emma, de Léa blottie contre elle sur le chemin du retour, il était resté seul dans le salon, les mains croisées, à contempler le vide. Ce vide, autrefois si familier, était désormais insupportable. Non pas parce qu'il manquait de présence physique, mais parce qu'il ne supportait plus les faux semblants. Il en avait assez des apparences, des postures, des discours formatés. Il avait été un expert dans l'art de cacher la fragilité derrière des décisions élégantes. Mais il n'était plus cet homme-là. Il ne voulait plus l'être. La crise avait éclaté, comme il l'avait anticipé. La presse, manipulée par Camille, avait publié plusieurs articles. Les titres allaient du sensationnalisme grossier, un PDG au cœur d'un scandale familial, aux tentatives d'analyse plus sournoises, Louis de la Cour, père dévoué ou stratège en communication. L'opinion publique, bien que partagée, commençait à se détourner de la figure impeccable qu'il s'était efforcé de maintenir pendant des années. Certains clients prestigieux s'interrogeaient sur leur collaboration avec les hôtels de la Cour. Des actionnaires exigeaient une réponse. Des réunions d'urgence furent programmées. Ce matin-là, Louis arriva au siège de l'entreprise avec une idée précise. Il monta au dernier étage, entra dans la salle de conférence vitrée où l'attendaient les membres du conseil d'administration. Ils étaient tous là, juristes, responsables marketing, financiers, tous costumés, les mines fermées, prêts à entendre une stratégie de redressement. Mais Louis ne leur offrit ni justification, ni esquive. Il se leva droit devant l'Assemblée et déclara d'une voix calme mais ferme « J'ai décidé de me retirer temporairement de mes fonctions. » Un murmure parcourut la salle.
Les visages se tournèrent les uns vers les autres, surpris, voire choqués. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. Ce n'est pas non plus une fuite. C'est un choix mûrement réfléchi. Ces dernières années, j'ai fait de cette entreprise un exemple d'excellence. Mais à quel prix? J'ai mis mon image avant ma vérité, mon nom avant ma fille, mes résultats avant ma paix intérieure, et aujourd'hui je n'en veux plus. Une femme du conseil tenta d'intervenir, évoquant les conséquences pour les investisseurs. Il la coupa poliment. Je reste actionnaire principal, je ne quitte pas l'entreprise, mais je me retire de la présidence jusqu'à nouvel ordre. Vous nommerez un intérimaire. Quant à la communication, je la gérerai moi-même. La réunion fut suspendue dans une tension glacée. On lui demanda s'il était certain de sa décision. Il répondit oui, sans vaciller. Ce fut la première étape de sa libération. L'après-midi même, il convoqua une conférence de presse dans un salon privé de l'un des hôtels de la chaîne, en plein cœur de Paris. Une salle sobre sans décoration excessive. Aucune boisson servie. Aucun fond musical. Juste une table, un micro et des journalistes qui attendaient une défense. Un contre-feu, une manœuvre. Mais Louis leur offrit autre chose. Je suis ici en tant que père, pas en tant que PDG, pas en tant qu'homme public. J'ai commis des erreurs. J'ai tenté de sauver ma fille d'une vérité trop cruelle en créant un mensonge doux. J'ai demandé à une femme de faire semblant, le temps d'un anniversaire. Ce n'était pas une manipulation. C'était un acte de désespoir, de tendresse maladroite. Et cette femme a fait bien plus que ce que je lui avais demandé. Elle a apporté de la lumière là où il n'y avait plus que du gris. Elle n'a rien cherché, ni attention, ni pouvoir. Elle a donné sans rien attendre. Et je l'ai perdue. Parce que j'ai voulu tout contrôler. Parce que j'ai laissé les fantômes du passé menacer ce qui était peut-être l'avenir. Les journalistes restèrent silencieux. Ce n'était pas le discours auquel ils s'attendaient. Il poursuivit. Je n'ai pas l'intention de me justifier davantage. Je n'ai pas l'intention de poursuivre quiconque en justice, pas même celles et ceux qui ont déformé mon histoire. J'accepte les conséquences. Mais je veux que chacun ici comprenne une chose. La vérité n'est pas toujours confortable. Elle n'est pas toujours belle. Mais elle est nécessaire. Aujourd'hui, je choisis de vivre la mienne. Il remercia brièvement, puis quitta la salle sans répondre à la moindre question. Ce geste inattendu fut largement relayé. Le soir même, les chaînes d'information analysèrent son discours. Certains y voyaient une stratégie brillante, d'autres, un effondrement. Mais une chose faisait l'unanimité. Pour la première fois, Louis de la Cour avait parlé avec une sincérité désarmante. Les jours qui suivirent furent étrangement paisibles. Camille, déstabilisée par la tournure des événements, ne fit plus de déclarations. L'opinion publique se retourna progressivement, touchée par la simplicité de l'homme derrière le costume. Léa, protégée par le silence volontaire de son père, continua sa vie d'enfant, à l'abri du bruit médiatique. Et Louis, pour la première fois depuis des années, redécouvrit ce que c'était de marcher dans Paris sans but précis, de lire un livre sans vérifier son téléphone toutes les 5 minutes, de dormir sans cauchemar. Il pensait souvent à Emma. Il n'avait pas osé la recontacter. Il savait que son choix de partir n'était pas une punition, mais une protection. Elle avait agi par amour. Il le voyait clairement maintenant. Et lui, en renonçant à tout ce qui avait fait son image, espérait peut-être reconstruire un chemin vers elle, pas pour la convaincre, pas pour la reprendre, mais pour lui montrer qu'il avait changé, qu'il était prêt cette fois à ne plus rien lui demander, sauf peut-être la possibilité de la retrouver autrement, libérée du poids du paraître, libérée des mensonges et des demi-mesures, et pleinement conscient de la valeur d'un amour né d'un simple regard, dans une boulangerie de Montmartre, un matin de printemps. Le vent d'été soufflait doucement sur Paris, comme si la ville avait décidé de respirer plus lentement après des semaines d'effervescence. Les grands boulevards, d'habitude agités, semblaient soudain plus calmes. Les gens marchaient plus lentement, et l'air portait cette odeur rare de renouveau. Emma était revenue à Paris depuis peu, de manière discrète, sans l'annoncer à quiconque. Elle n'avait pas de plan précis. Elle voulait voir Léa. Elle voulait vérifier, de ses propres yeux, que la promesse qu'elle avait tenue n'avait pas été vaine, que cette petite flamme entre elles ne s'était pas éteinte. Depuis son retour, elle logeait chez une amie d'enfance dans le quartier de Bastille et passait ses journées à marcher, à flâner dans les ruelles de son ancien quartier, à observer les visages familiers, à sentir l'odeur du pain chaud s'échappant des boulangeries.
Elle ne s'était pas encore rendue à Montmartre. Elle évitait ce lieu trop chargé de souvenirs. Elle avait l'impression que revenir là-bas sans savoir ce qu'elle allait y chercher serait comme ouvrir une porte, sans être sûre d'avoir le droit d'y entrer à nouveau. Louis, de son côté, n'avait pas repris contact. Depuis sa déclaration publique et son retrait temporaire de la présidence des hôtels de la Cour, il était resté silencieux. Emma le savait à Paris, bien sûr. Elle avait lu les articles, entendu les rumeurs. Elle avait vu son visage sur les couvertures de quelques magazines, mais elle n'avait jamais cherché à en savoir davantage. Ce qu'il faisait n'était plus son affaire. Ce qu'il ressentait, c'était une autre histoire. Ce fut Léa qui, encore une fois, força le destin. Un après-midi, alors qu'Emma sortait d'une librairie du quartier latin, elle aperçut une silhouette familière assise sur un banc. Léa. Accompagnée d'une femme âgée, probablement une nounou, elle mangeait une glace, les pieds balançant dans le vide. Elle la reconnut immédiatement. Son cœur s'arrêta une seconde. Léa aussi la vit. Elle sauta du banc, courut vers elle, sans un mot, et l'enlaça. Emma la serra contre elle, le souffle coupé, bouleversé par cette spontanéité intacte. « Je savais que tu reviendrais », dit Léa d'un ton tranquille, comme si elle n'avait jamais douté. Elles s'assirent ensemble, partagèrent le reste de la glace et parlèrent de tout et de rien. Des livres que Léa lisait, de son nouveau cours de dessin, de la maîtresse qui partait bientôt en congé maternité. Rien de grave, rien de tendu, seulement la vie. Léa ne posa pas de questions sur le départ d'Emma. Elle ne demanda pas pourquoi elle n'était plus venue. Elle parlait comme si tout avait continué, comme si l'amour entre elles n'avait jamais été altéré. « Papa voudrait te parler, dit-elle à la fin en attachant maladroitement les lacets de sa chaussure. Il m'a dit de ne pas te forcer. Mais il espère. » Emma sourit doucement. Elle ne répondit pas. Ce fut Léa qui donna une enveloppe sortie de sa poche. Dedans, une adresse. Pas celle de l'hôtel ni de l'appartement familial, une autre. Un lieu neutre. Elle la prit, serra la main de la fillette et promit qu'elle y réfléchirait. Le soir venu, elle décida d'y aller. C'était un ancien atelier d'artistes transformé en salon de thé, dans une cour intérieure à 2 pas du canal Saint-Martin. Un lieu calme, intime, entouré de plantes en pot, avec des guirlandes lumineuses suspendues au plafond. Elle entra. Louise était déjà là, assis à une table en bois brut, une tasse devant lui. Lorsqu'il la vit, il se leva aussitôt, mais ne s'approcha pas. Il attendit qu'elle prenne place. Lorsqu'elle s'assit, ils se regardèrent un instant, sans mots. Puis Louis parla. « Je ne sais pas par où commencer. Peut-être par le plus simple. Merci. Merci d'avoir tenu ta promesse. Merci d'être venu pour elle. Pour moi aussi. » Emma ne répondit pas immédiatement. Elle observait son visage, marqué par la fatigue, mais aussi par une lumière nouvelle. Moins de contrôle, plus de vérité. « Je suis venue parce que je n'ai jamais cessé d'y penser, » dit-elle doucement. « Léa me manque. Et toi aussi. » Louis hocha la tête, les yeux humides. « J'ai voulu te recontacter 100 fois. J'ai écrit des messages que je n'ai jamais envoyés. J'ai relu ta lettre tellement de fois que je la connais par cœur. Mais je voulais te laisser le choix. Cette fois, je voulais que ce soit toi qui décides. » Il sortit une petite boîte de sa poche. Emma sentit sa respiration se bloquer, mais ce n'était pas ce qu'elle pensait. À l'intérieur, pas de bague, seulement une clé. Ce n'est pas une demande, pas encore. C'est une proposition. J'ai acheté un local, à 2 rues de la maison. Il est vide. Il attend une âme. Je voudrais que ce soit la tienne, que tu y ouvres ta pâtisserie. Avec ton nom, tes règles, ton monde. Et si tu veux, que ce monde devienne aussi un peu le nôtre. Emma fixa la clé. Elle comprit la portée du geste. Ce n'était pas une tentative de rachat. Ce n'était pas une promesse creuse. C'était un geste d'amour pur. Il lui donnait un espace. Il lui offrait une liberté. Et en même temps, il lui ouvrait une porte vers eux. « Tu m'avais demandé de faire semblant, se souvint-elle. Et j'ai dit oui. Puis j'ai cessé de faire semblant. Et j'ai eu peur. Moi aussi, murmura-t-il. Mais je ne veux plus avoir peur. Je veux quelque chose de vrai. Avec toi. » Emma prit la clé. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle voulait y penser. Elle ne voulait pas que la tendresse d'un moment efface la prudence qu'elle avait appris à cultiver. Mais au fond d'elle, une vérité douce s'installait déjà. Elle n'était plus une étrangère dans cette histoire. Elle était devenue essentielle. Et peut-être,
Il était enfin temps d'accepter que le bonheur n'était pas toujours une illusion fragile. Parfois, il était simplement là, patient, à la table d'un salon de thé, sous des guirlandes tremblantes, dans le regard sincère d'un homme qui avait enfin appris à aimer sans condition. 1 an avait passé depuis ce jour où Louis, dans ce salon de thé aux guirlandes tremblantes, avait tendu une clé à Emma, accompagnée d'un vœu silencieux. Il n'avait rien exigé, seulement proposé. Mais ce geste, à la fois humble et profond, avait ouvert une porte que le temps, la tendresse et la confiance s'étaient chargés d'élargir. Et cette clé, Emma ne l'avait pas laissée au fond d'un tiroir. Elle l'avait utilisée, non pas pour entrer dans une nouvelle prison dorée, mais pour bâtir, pierre après pierre, un lieu à son image, sincère, lumineux, doux comme une pâte levée à l'aube. La pâtisserie baptisée La Petite Promesse avait ouvert ses portes un matin de mai, dans une rue calme du 17e arrondissement, à 2 pas de l'école de Léa. L'endroit, tout en bois clair et carreaux anciens, dégageait une chaleur immédiate. Les étagères étaient remplies de pots de confiture maison, de boîtes à biscuits décorées à la main et de pâtisseries qui portaient les prénoms des enfants du quartier. Emma n'avait pas simplement créé une boutique, elle avait bâti un foyer, un lieu où les gens venaient pour acheter un flan ou un pain au chocolat, mais restaient pour parler, pour partager, pour respirer. Ce jour-là, la vitrine était décorée de ballons roses, de guirlandes en papier, et d'un grand panneau où l'on pouvait lire en lettres dorées « Joyeux anniversaire, Léa ». La petite fille fêtait ses 6 ans. Et cette fois, rien n'était feint, rien n'était emprunté. Elle était chez elle, entourée de visages aimants, de rires sincères, de parfums familiers. Emma s'affairait derrière le comptoir, ajustant le glaçage du grand gâteau aux fraises que Léa avait elle-même imaginé. 3 étages, des fraises fraîches, une crème vanillée et des fleurs comestibles. Elle portait un tablier rose brodé de son prénom, cadeau offert par Léa quelques semaines plus tôt. Son visage rayonnait, non pas d'une joie éclatante, mais de cette paix profonde que seul le sentiment d'avoir trouvé sa place peut offrir. Louis, vêtu simplement d'une chemise blanche et d'un pantalon en lin, aidait à installer les chaises sur le trottoir. Il n'était plus l'homme d'affaires toujours pressé, l'ombre solitaire qui traversait les halls d'hôtel comme un fantôme en costume. Il riait, il saluait les voisins, il prenait le temps. Après sa pause professionnelle, il n'avait repris qu'un rôle symbolique dans l'entreprise. Il avait appris à déléguer, à faire confiance, à construire une autre forme de réussite, moins éclatante peut-être, mais infiniment plus vraie. Léa, au centre de tout, virevoltait dans sa robe blanche à pois dorés, les cheveux relevés par des barrettes en forme de fleurs. Elle passait d'un invité à l'autre, offrant des biscuits, embrassant les anciens clients d'Emma, chantant à tue-tête les chansons qu'elle avait apprises à l'école. Elle brillait, et chaque sourire qu'elle offrait semblait dire « Regardez ce que c'est, une enfant aimée ». La fête battait son plein. Des enfants jouaient à la corde à sauter sur le trottoir fermé à la circulation. Les parents discutaient en sirotant des citronnades maison. Les bougies furent allumées. On éteignit la lumière de la boutique et tout le monde chanta, d'une seule voix, un « joyeux anniversaire » qui résonna comme un chant d'espoir. Emma tenait le gâteau entre ses mains. Elle le posa doucement devant Léa, qui ferma les yeux, prit une grande inspiration et souffla avec toute la force de ses 6 ans. Les applaudissements fusèrent, les confettis volèrent, et dans le brouhaha joyeux, Louis s'approcha d'Emma. « Elle est heureuse », dit-il simplement. Emma acquiesça, les yeux brillants. « Elle est entourée, aimée. C'est tout ce qui compte. Et toi, tu l'es aussi ?» Elle le regarda longuement. Pas besoin de réponse. Son sourire, sa main qui se posa doucement sur celle de Louis, valaient plus que 1000 mots. Il n'avait pas tout résolu. Il y aurait encore des obstacles, des désaccords, des jours moins simples. Mais ils avaient choisi de les affronter ensemble. Plus tard, lorsque la lumière déclina et que les invités commencèrent à partir, Emma s'assit sur le seuil de la boutique, un verre de limonade à la main. Léa s'installa sur ses genoux, la tête contre sa poitrine. Louis s'assit à côté d'elle. Personne ne parlait. Ils regardèrent le ciel changer de couleur, la ville ralentir, les guirlandes clignoter une dernière fois. « Tu crois que les promesses, ça dure vraiment ?» demanda Léa d'une voix douce. Emma embrassa ses cheveux puis répondit « Certaines, oui, les plus sincères, les plus douces. » Louis ajouta
celles qu'on fait sans les dire à voix haute. Et dans ce silence partagé, sous le ciel de Paris, 1 an après une rencontre improbable, 3 cœurs battaient au même rythme. Il n'y avait plus de mensonges, plus de rôles, plus de peur. Il n'y avait que cela, une famille. Pas celle des papiers, des certitudes ou des conventions. Une famille née d'un geste fou, d'un mensonge tendre, d'une vérité plus forte que tout. Et pour la première fois depuis longtemps, Emma se dit qu'elle n'avait plus rien à fuir. Elle était exactement là où elle devait être.